Avec l'eau à la bouche, j'essaye de démystifier l'univers du vin, souvent trop complexe, en allant partager la vie d'un vigneron pour finalement mettre un visage sur un domaine et sur une région viticole. Aujourd'hui, je m'en vais interroger Étienne Calsac, un vigneron passionné et généreux qui est installé depuis 10 ans à Avise, un village réputé de la Côte des Blancs. Il réalise ses champagnes principalement à base de chardonnay, mais a également replanté sur certaines parcelles des vieux cépages comme le Petit Meslier et l'Arbane. Étienne possède des vignes dans la Côte des Blancs, mais également dans la vallée de la Marne, la Côte de Sézanne et la Côte des Bars. Ce sera donc intéressant de parler de terroir avec lui. Le fait, comme on en avait parlé au téléphone, d'être dans le vignoble le plus septentrional de France, quels sont un petit peu les enjeux et les précautions à prendre concrètement, au-delà de savoir que il fait plus froid l'hiver que dans le sud. Il faut mettre un pull quoi, pour prendre la précaution. Quoi. C'est ça, quoi. C'est un climat qui n'est pas facile pour la viticulture, mais en même temps qui est totalement possible. Sinon, on n'aurait pas 30 000 hectares de vignes, plus de 30 000 hectares de vignes plantées en Champagne. Les enjeux, bien sûr, ils sont climatiques parce que ici, dans la Marne, on a un climat qui est semi-océanique. Donc on subit quand même pas mal de pression venant du nord, venant de l'océan, toute la partie là, vers l'Angleterre. Donc c'est semi-océanique. Ce qui n'est pas tout à fait le même climat d'ailleurs dans l'Aube, qui est un petit peu plus, qui est plutôt semi-continental, qui est un peu plus dans les extrêmes, plus froid et voire plus chaud. Mais dans tous les cas, c'est quand même des climats qui sont avec des pluviométries assez régulières. Sur l'année en Champagne, en gros, il tombe 700 mm par an d'eau, mais je crois que c'est à peu près la même pluviométrie qu'à Ajaccio, sauf qu'à Ajaccio, ça doit tomber en 2 jours, et chez nous, ça tombe en 200 jours. Quoi. Voilà, donc ce qui fait qu'on a bien sûr cette pluviométrie diffuse, et parlant de viticulture, là on est en 2022, tout le monde a vécu un peu le traumatisme de 2021 avec énormément de pluviométrie pendant la période végétative. Et disons que ça, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer dans des vignobles septentrionaux. Il y a clairement un réchauffement climatique qui s'amorce. Ça fait plusieurs années qu'on vendange ici en Champagne en août, ce qui est quand même assez improbable. Mais ça devient, fin août, ça devient presque régulier. Une année sur 3, je dirais, on va vendanger fin août, là, depuis 10 ans. Donc moi, je vois, par exemple, si tu veux, ça fait 12 ans que je fais ce métier, j'ai dû faire 4 vendanges d'août. Mon grand-père qui a 95 ans, je pense qu'il a dû en faire 3 de plus que moi, quoi. Ouais. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Donc clairement, voilà. Mais en 2021, on n'oublie pas, du coup, une année comme ça remet un peu les pendules à l'heure, et on n'oublie pas qu'on est dans un vignoble septentrional. Ce que je voulais dire par là, c'était que les années chaudes, c'était une viticulture qui était plus facile, parce que moins de pluviométrie et moins de pression, notamment sur le mildiou. Et puis aussi, on a aussi l'odium qui est assez présent dans nos régions. Dès qu'il pleut et qu'il fait un petit peu chaud, typiquement, c'est dangereux. Mais pour autant, on arrive quand même à faire du vin ici, donc c'est un vrai challenge, parfois, certaines années, et ça n'enlève rien à faire des vins de terroir, de qualité, et d'aller chercher la plus belle qualité possible en fonction de l'année, quoi. Il n'y a pas une année qui se ressemble de toute manière, quoi. Après, il y a une tendance, on voit il y a une tendance au réchauffement, mais on a encore des surprises. Finalement, donc, on est sur une région qui est un peu coupée, oui, au niveau des climats, comme ça peut être le cas dans la Loire. Et on en discutait, tu vois, ce matin avec Arnaud Lallemand, voilà, ce qui fait qu'au final, le champagne est un produit qui est vraiment recherché et complexe et sublime, c'est notamment pour la fraîcheur et l'acidité de ses sols. Bien sûr. Donc tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où il y a une diversité climatique, il y a une diversité de sols aussi. En fait, c'est notamment du fait que sur la vallée de la Marne, on ait des sols qui soient constitués avec pas mal d'argile, comme ça peut être le cas avec l'argile verte du côté de chez Cédric. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette diversité, comment elle s'exprime, peut-être par rapport au niveau de tes cuvées ou dans les différentes vallées?
Mais c'est vrai, comme tu le disais, il y a pas, la Champagne n'est pas qu'un plateau de craie, bien que ça soit prédominant notamment dans la Marne. Il y a des endroits, voilà, comme là où est Cédric, c'est beaucoup d'argile. Parfois la craie est très lointaine, parfois elle est affleurante. C'est pas un sol unique. Et il y a une grande diversité au niveau des sols en Champagne. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai un vignoble qui est assez éclaté. Je suis pas en monocru, j'ai pas tout sur la côte des Blancs et j'ai la chance, je trouve, d'avoir un vignoble éclaté parce que ça permet de vinifier d'autres crus qui sont très intéressants. En revanche, le fil rouge, moi, sur mes chardonnays, j'ai tout le temps de la craie qui est pas très loin, quoi. Donc toujours, quels que soient les terroirs, je vais avoir un sol en surface qui va être différent. Plus ou moins sableux, plus ou moins argileux, mais toujours avec de la craie blanche qui est jamais très loin, affleurante, ou à des profondeurs tout à fait accessibles pour les racines. Ce qui confère, à mon sens, beaucoup de salinité au vin. Ça, c'est important. Mais avec forcément, j'ai des parcelles qui vont être plus ou moins argileuses. Donc ça va être un petit peu plus sphérique et la craie va être un petit peu plus lointaine. Et puis à contrario, j'ai cette cuvée-là, les Rochefort par exemple, où là, la vigne est posée sur un plateau de craie. La craie est vraiment très affleurante. Et là, on va avoir cette notion de salinité qui va être exacerbée. Voilà, pour mes terroirs. Et j'ai même une parcelle de vigne dans l'Aube, où là, le sol est encore plus différent. Donc c'est un sol qui est plus ancien d'un point de vue géologique. C'est le Jurassique, hein, donc c'est environ 150 millions d'années ou 180 millions d'années. Et on est sur des sols du Quiméridgien, donc c'est un étage du Jurassique qui sont très vieux. Et c'est pas du tout les mêmes sols qu'ici. Et pourtant, on fait du champagne avec. Et on retrouve la typicité champagne dans l'Aube, mais c'est des sols qui sont plus proches géologiquement du chablisien que du sparnacien, enfin, qui est ici. Hein, voilà. D'accord. Donc, il y a cette diversité dans les sols, dans le climat, et ce qui fait qu'en fait, on peut avoir des marqueurs assez prononcés lorsqu'on déguste un champagne en fonction de ces critères. Ah ben absolument, tu vas avoir, enfin le sol, pour moi, c'est quand même un élément déterminant sur le terroir. Donc, en fonction du type de sol qu'on va avoir, le champagne qu'on va déguster, s'il provient que d'un monocru, évidemment, il va être, ça va être une véritable carte d'identité du sol. Certains, après, en Champagne, on se laisse aussi le libre choix d'assembler nos crus, nos parcelles, nos cépages, etc. C'est vraiment libre. Propre aux viticulteurs, donc on a plusieurs options possibles. Mais les monocrus sont très intéressants. J'adore les monocrus, j'en fais beaucoup d'ailleurs. Mais si c'était justement pour parler, là tu m'as parlé de cette cuvée où la craie était affleurante. Oui. Là sur les autres que tu as, est-ce que toi tu considères ton travail avec une approche plutôt comment dire, parcellaire terroir ou plutôt de cépage? Enfin, s'il fallait choisir. Ouais, très bonne question. En fait, j'aime bien mettre en lumière ce qui peut l'être et ce qui va sublimer le terroir, à mon sens. Mais encore, c'est l'interprétation qui est très personnelle. Par exemple, sur les Rochefort, je t'en parlais tout à l'heure, on est sur un sol qui est très crayeux, et il se trouve que c'est du chardonnay qui n'a pas été planté par moi, hein. Tout se transmet et tout demande énormément de temps. Ça a été planté par mon grand-père et c'est des chardonnays sur de la craie qui s'expriment très bien. Et je trouve que je ne changerais pas, disons, si demain je devais arracher, je garderais des chardonnays parce que je trouve que ça va très très bien. Après, je travaille aussi avec des cépages oubliés, par exemple, où là, l'idée, c'était plutôt de mettre en avant ces cépages oubliés dans un terroir qui leur donne une pousse plutôt aisée, donc le Cézanais, un peu plus au sud. C'est des raisins qui vont, à mon sens, mieux s'exprimer parce qu'ils ont besoin un peu de chaleur pour être bien. C'est cépages oubliés, s'ils ont été mis de côté, c'était pas pour rien. Et là, l'idée, c'est plutôt de mettre en avant ces cépages-là, mais sur un terroir chaud. Donc évidemment, qu'est-ce qui prime en premier, le terroir ou les cépages? Je ne sais pas exactement, mais ça dépend du projet. Ici, dans mon projet de vieux cépage, par exemple, c'était
de retrouver la texture et la structure de ces vins qui étaient oubliés. Par contre, j'ai utilisé un support de terroir, parce que ça reste un monocru sur une identité de terroir. Donc finalement, on ne peut pas dissocier les deux, quoi, à mon sens. Puisqu'on peut faire exactement le même projet sur un autre terroir, et on aura un vin qui sera complètement différent. Ah, tu me suis? D'accord. Ouais, clairement. Ok. Est-ce que tu veux nous montrer ça? Peut-être si tu aurais une comparaison sur peut-être un seul cépage sur deux terroirs différents ou un même terroir sur deux cépages différents. Je vais te faire goûter, si tu veux, goûter un truc. Ouais, pourquoi pas. Je vais faire goûter, en fait, ça c'est deux bouteilles-là. Ça c'est Pinot Blanc Petit Meslier Herbanne. C'est le lieu-dit Les Fours, à Mongenod. Et ça, c'est la parcelle qu'il y a en face, qui s'appelle les Vallées. Et c'est planté juste en chardonnay. Mais c'est littéralement à 5 mètres de différence. D'accord. Okay. Donc en face, on considère que c'est le même sol. On va considérer que c'est le même sol. Voilà, qu'il n'y aura pas un monde d'écart entre les deux sols. Évidemment, il y a des petites différences. Mais c'est assez proche de... Enfin, c'est un bon point de comparaison, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est une cuvée comète. En fait, c'est des cuvées éphémères que je fais, des cuvées projets, pour justement apprendre mes terroirs, pour apprendre à découvrir mes terroirs, mais de manière éphémère, pour ne pas avoir non plus des gammes de vins qui soient faites de vin champagne, ou à la fin, ça devient totalement illisible. Mais tu vois, j'ai fait juste une barrique que je vais isoler, c'est comète, voilà, parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait, le terroir identique à celui des Revenants en chardonnay. D'accord. C'est intéressant. Cette réflexion, tu l'as eue et mise en place, on va dire, dès le début où tu t'es installé? Non, clairement non. Je veux dire, je me suis installé il y a 12 ans et je me suis installé seul. C'est-à-dire que je ne me suis pas installé du tout dans un schéma de reprise familiale puisque j'ai tout créé. Mes grands-parents avaient des vignes que je leur ai louées. Et il y avait ni dans la famille une figure viticole qui aurait pu m'emmener vers la vinification avec beaucoup de réflexion. Donc moi, ma famille, ça a été à travers les rencontres de vignerons de mon âge à l'époque. Et on s'est rencontrés avec toute une bande de copains vignerons, beaucoup sur les bancs du lycée viticole. C'est déjà une première étape, mais finalement, on n'est pas encore tout à fait formé. Et puis à l'époque, c'était quand même très scolaire. Et puis on s'est retrouvés un petit peu plus tard avec le groupe des jeunes du syndicat général des vignerons. Et donc du coup, ça nous a permis quand même de beaucoup échanger, de repérer les personnes avec qui tu es en phase, d'avancer sur les projets, sur les réflexions, où mener ta viticulture, où mener ta vinification, etc. Et en fait, tu es comme poussé par une énergie positive vers le haut. Et ça, c'est vraiment propre à notre génération. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges entre les vignerons, aussi bien de vin, au sens propre du terme, c'est-à-dire que personnellement, je bois rarement mes vins à la maison. Je vais boire les vins de Cédric, je vais boire les vins d'autres personnes parce qu'on s'échange un carton tous les ans et puis on va goûter un peu la gamme des copains. Et ça, c'est vraiment un bel univers. Enfin, je trouve de vivre dedans, on vit une belle période où il y a quand même beaucoup d'échanges entre nous. Et je ne pense pas que ça devait être le cas de la génération d'avant, qui nous précédait. Ça c'est vraiment top. Merci. Ça, c'est Chardonnay, ok. Très mûr, c'est 19, mais ça goûte bien, c'est Thierry-Liège. J'adore 19 parce que tu as du fruit, c'est très riche, c'est une très belle vendange. Et derrière, il y a quand même de l'acidité qui pousse les vins. Ça ne fait pas des vins trop solaires, c'est solaire, mais je veux dire, c'est pas lourd, quoi. 18 était un peu dilué, par exemple, je trouve, mais c'est les filles millésimes, hein, ça ne peut pas être parfait tous les ans, quoi. Je trouve que 19, c'est un très bel équilibre. Tu as lancé, c'était quoi le terme que tu as employé pour des cuvées un peu one-shot Comète, ouais. Là, tu as eu en 2019 cette idée sur le chardonnay parce ouais. que tu as ressenti... Ça s'est fait un petit peu au pressoir et tu vois des beaux raisins qui arrivent, tu vois une parcelle qui te plaît et puis tu gardes l'étape du projet
en mode brouillon jusqu'à la mise en bouteille, puisque tu peux l'annuler la veille pour le lendemain, tu vois ce que je veux dire. Donc faut que ça ait un réel sens d'aller au bout, mais je trouve que c'est important d'expérimenter des nouvelles cuvées, enfin pour moi, parce que sinon je m'embête, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas figer les choses tout le temps, toute ta vie, et pas continuer de créer et d'avancer. Enfin, c'est pas juste créer pour créer, c'est aussi d'avancer, de poser les bonnes questions. Tu vois, j'ai fait un sans soufre aussi en comète qui est pas encore sorti. Je fais des collaborations avec des amis, avec des restaurateurs, parce que c'est du partage, on construit, on bâtit un truc ensemble, un projet. Et en fait, le vin, c'est extrêmement humain. En fait. Enfin, je veux dire, quand je vois les connexions humaines qu'on a dans ce métier, mais c'est dingue. Enfin, je veux dire, et en plus, c'est plutôt des gens qui ont la banane, quoi. C'est quand même agréable, quoi, de travailler dans ce milieu-là. Moi, je trouve ça fascinant. Alors bien sûr, entre professionnels, mais nos clients, pour la plupart, dans la génération à laquelle j'appartiens, viennent des quatre coins de la Terre. C'est dingue, quoi. Donc, je te disais hier, on était avec 4 nationalités différentes, assez improbables, mais c'est génial. Et en plus, c'est des gens qui sont très enthousiastes, qui portent nos projets et qui sont les meilleurs ambassadeurs, en fait, hein, finalement. Puis, bien sûr, en France aussi, il y a un marché qui est paradoxalement plus petit, et les Français sont compliqués à convaincre. Hein, c'est pas évident. Hein, la France, c'est le pays dans lequel on boit le plus de champagne, mais c'est aussi le pays dans lequel les gens s'y connaissent le moins, en fait. Donc, quand tu es vigneron, tu es toujours un peu un travail essayer de expliquer, etc., qui est parfois un petit peu plus long qu'à l'étranger, où les gens sont bien souvent, pas tout le temps, mais plus éduqués sur le sujet, quoi. Et on goûte. C'est pas dosé, c'est extra brut, ça. Et l'autre aussi est extra brut, même vraiment, donc comme ça, on va pouvoir goûter les deux. Est-ce que c'est parce que justement 19 était, comme tu l'as dit, un millésime un peu gourmand, que tu as eu besoin de vraiment rien rajouter Ouais, moi alors quand je goûte, je fais des tests de dosage, etc., mais je trouve que 19 était particulièrement bon sans rien. Après, voilà, moi je fais des vinifications assez ouvertes, hein. J'aime bien rechercher les malos, j'utilise peu de soufre, les vins, j'essaie qu'ils soient détendus et bons jeunes. Donc ça correspond aussi à mon style de vinif. Il n'y a pas une règle absolue, en fait il n'y a pas de règle, je pense qu'il n'y a pas de dogme, il faut vraiment être très libre avec ça, je pense. Mais justement, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, et là aussi, de l'effet millésime. Mais en fait, pour les consommateurs qui n'ont pas la chance d'être en contact avec les vignerons et qui sont un peu perdus parce qu'il y a tellement d'éléments, on ne peut jamais dire telle cuvée, on la ressent comme ça parce que c'est lié uniquement au terroir. Il y a toujours plein de paramètres qui se confondent. Ouais. Et c'est quelque chose où on va avoir cette approche un peu réductrice en disant, bah tiens, tel millésime fait que le vin est comme ça, tel millésime, on est sur ça. Alors qu'en fait, toi, tu parles de quelque chose qui est beaucoup plus dans le temps, un phénomène d'apprentissage où tu dis qu'il y a une nécessité de connaître ses sols, de rechercher et d'aller vers une maîtrise de ces parcelles, de ces barriques. Il faut se faire sa propre expérience, c'est comme tout. Tu ne peux pas, à mon sens, avoir la science infuse et demain ne plus avoir rien à apprendre, surtout dans ce qu'on fait. Et encore une fois, je vois dans la région, ça a beaucoup changé. Encore une fois, l'effet générationnel. La génération à laquelle j'appartiens, on va beaucoup plus explorer nos sols, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on va les travailler, on va faire des fosses pour étudier nos sols, on va être plus à la pointe sur la compréhension et la connaissance du sol qu'on a pu l'être dans le passé. Parce qu'on s'aperçoit que la Champagne, c'est un grand terroir, c'est une diversité de terroirs, de villages, de parcelles. Et en fait, on a besoin de comprendre nos sols pour faire des vins de terroir. Et je dis souvent, d'ailleurs, des vins, enfin, entre nous, on parle de vin, on dit rarement mes champagnes. On va dire tes vins, on fait du vin. Et ça, des fois, pareil, tu disais, pour le grand public, parfois, ils ont tendance à occulter
à juste titre, hein, il y a beaucoup d'informations, que le champagne est un vin. Et que la première étape pour faire du champagne, c'est ça, c'est de faire du vin et connaître ses terroirs. Et si ton vin de base te plaît ou est bon voilà, pour toi, bah c'est déjà quelque chose de gagné, quoi. Mais tout demande du temps, et surtout le vin demande du temps, et le champagne demande encore plus de temps. Parce qu'évidemment, c'est une vinification qui est plus longue, et si tu veux rectifier le tir sur certains changements, tout prend des années en fait. Tu es chef de cuisine, tu fais un plat qui te va pas, tu dis bon ça va pas, tu as cette chance de pouvoir le lendemain te remettre au boulot et rectifier tout de suite ton erreur ou ce qui va pas, quoi. Quand tu fais du vin, tu fais ton projet, tu vinifies, tu le goûtes, tu dis ah mince, je vais recommencer. Donc du coup, tu as toujours encore 2, 3, 4 ans avant de retrouver le chemin qui te paraît le mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est ça qui est incroyable, c'est le temps que ça demande. Par exemple, les revenants, ça va être un projet qu'on a suivi de A à Z. Plantation de la vigne 2010, première récolte 2016, et puis commercialisation 3 ans après. Enfin, c'est quasiment un projet qui prend 10 ans, quoi. Un quart de carrière, quoi, en gros, pour faire une bouteille, quoi. C'est balèze, quand même. Enfin, c'est quand tu y penses. Qu'est-ce qui te motive un petit peu sur le long terme? Parce que, tu vois, on avance entre la vigne, le chai ou la cave, en fonction de comment on l'appelle, en fonction des régions. Ouais. Et en fait, c'est une approche où on va répéter des gestes, que ce soit sur un pied de vigne quand on va le tailler, ou que ce soit d'un millésime à l'autre, lorsqu'on va refaire des vinifications. Où est-ce que tu te situes, toi, par rapport à ton apprentissage de tes sols, de tes vinifications, en te disant, bah tiens, l'échelle, je ne la mets pas sur la répétition des gestes, mais sur quelque chose qui est plus long, plus loin, éloigné dans le temps, en te disant, bah voilà, moi j'ai cette envie finalement de continuer à apprendre, de partager avec des collègues, des copains vignerons. C'est un peu ça qui te fait avancer? Qui m'anime? Ah ouais, bien sûr, je pense que tu es toujours dans la recherche d'amélioration, enfin en tout cas, pour moi c'est comme ça que je le vois. Et au-delà des gestes et de la technique, il y a aussi, déjà à la base, je pense, un métier que tu ne peux pas faire sans passion. Si tu n'es pas animé par le monde du vin, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, quoi. Enfin, faut déjà avoir un minimum de passion. Et comme tout passionné, comme dans tous les domaines, en fait, si tu viens, tu vas te documenter, tu vas être dans l'échange, tu vas expérimenter, regarder ce qui se passe ailleurs, voilà, tu vas aussi te planter. Et puis avancer. Enfin, je veux dire, c'est certain que tu as en perpétuelle réflexion, quoi, dans ce métier, hein, c'est ce que je te disais, parce que c'est tellement long que des fois tu peux aussi te tromper, quoi, tout simplement, quoi. Mais je te dis, je pense, moi ce qui me concerne, c'est déjà d'être onophile soi-même, de l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est indispensable dans ce métier, à tout point de vue. Faut pas avoir d'œillère sur rien, pour pouvoir avancer, quoi. Ouais. D'accord. Je fais goûter les revenants, si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Je retrouve ce que tu disais là en reprenant la dernière goutte du verre, où il y a l'équilibre dont tu parlais entre... là, c'est peut-être l'effet millésime qui parle, mais il y a ce côté généreux, un petit peu gras, mais qui est bien contrebalancé avec la fraîcheur qu'on retrouve après. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les 19, parce que tu vois, tu as beaucoup de rondeur, tu as presque de la sucrosité, je trouve, dans le vin, alors que c'est un botte nature, c'est pas dosé, et que derrière, tu as cette petite fraîcheur qui vient pousser le vin, quoi, tu vois. Et c'est un peu plus frais que 18,
Et ça sera probablement même plus que 20. Et ça fait des vins qui sont très harmonieux pour moi. Et c'est aussi le côté positif du réchauffement dont tout le monde parle. Je trouve que on a quand même des raisins, le fruit, les raisins n'ont jamais été aussi mûrs, aussi bons, aussi prêts que ces dernières années. Alors, il faut voir le verre à moitié plein, la vignoble septentrionale, pour rebondir ce dont on parlait sur la climatologie, notamment pendant la période végétative. Mais finalement, quand tu regardes le côté positif, même si au final, c'est pas très marrant ce qui se trame, mais si tu regardes la viticulture à cette période, globalement, on a des récoltes qui sont plutôt jolies, qui sont plutôt bonnes. Hein. C'est le côté positif de ce qui est en train de se passer sur les champagnes. Tu vois, ils sont aussi savoureux. Voilà. Ouais. Après, évidemment, il ne faut pas que demain on plante de la Syrah dans la Marne. Quoi. Là, on sera vraiment mal barré. Quoi. Peut-être c'est des précurseurs quoi, qui se disent le monde va vraiment mal, ça sera bon dans 100 ans. Ou... Là, vas-y, plante les premières. Puis... Il y aura quelques périodes de galère avant ça. On parlait là, tu vois, pareil, je me suis fait la remarque sur, bon, pas cette cuvée là, mais celle d'avant. Je vais voir si je retrouve la même chose ici. On parle de structure, voilà, fraîcheur, onctuosité, en gros, côté sucre, soleil versus acidité. Mais là, vu qu'on parle de champagne, même si c'est du vin, comme tu l'appelles avec tes amis collègues, là, je trouve qu'on est sur un produit où la bulle est tranquille, elle n'est pas du tout agressive. C'est pas très perlant, ça fait pas comme les bonbons qui peps, qui éclatent en bouche de quand on était petit. Et ça rend un produit qui est très agréable. Et c'est là aussi qu'on se dit, tiens, le champagne, c'est peut-être pas juste un produit pour célébrer, quoi, mais qui peut se boire, comme le disait Arnaud Lallemand, matin, midi et soir, en n'en abusant pas non plus. Mais nous, on a une déformation professionnelle, parce que forcément, pour moi, le champagne, c'est pas un vin de célébration. Enfin, on va dégommer une bouteille de champagne comme ça, pour le plaisir, parce qu'on dit, tiens, j'ai envie de boire un coup de champagne, mais parce que tu dis, parce que c'est frais, parce que voilà, tu as une buvabilité dans le champagne qui est incroyable, hein, d'ailleurs. Je trouve que ça ouvre l'appétit, enfin, je veux dire, même il y a une grosse buvabilité, parce que, comme tu dis, c'est relativement acide, hein, mais dans une notion agréable. Pour moi, le champagne est à vin, et c'est vrai que dans l'esprit des gens, il y a beaucoup de... c'est un vin de fête, alors que l'idée de ce vin est certes associée à la fête, mais on s'aperçoit, et encore une fois, que le vin trouve sa place, notamment avec les vignerons, dans la gastronomie. Et c'est pas forcément, c'est pas des vins que de fête. Évidemment, on ouvre du champagne pour célébrer, ça l'a toujours été, et je pense que c'est important que ça le reste, mais c'est également un vin, j'ai presque envie de dire, de tous les jours, quoi. C'est un vin de plaisir. Et des fois, tu as juste envie de te faire plaisir en ouvrant une belle bouteille de blanc, une belle bouteille de rouge. Pourquoi pas se faire plaisir, même s'il n'y a rien à fêter, avec une bouteille de champ. Et puis, il existe des merveilleux bouchons comme ça, et tu n'es pas obligé de terminer la bouteille, quoi. C'est vrai que moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément l'habitude. Tu vois, c'est ce style de consommation, on va dire, plus quotidienne du champagne. Mais là, cette semaine, en allant voir un peu des vignerons, des amis qui sont dans le coin, en étant chez Cédric, je trouve que c'est pas désagréable de s'ouvrir une petite bouteille de temps en temps, comme ça à l'apéro, quoi. Je trouve que c'est un vin d'apéro parfait, parce que justement, ça égaye les papilles, quoi, tu vois. Et voilà, surtout dans des styles un peu plus modernes, un peu plus tranchants de champagne, où c'est pas lourd, c'est pas le champagne il y a 40 ans qui était très dosé en permanence. Ça peut être très bon, mais faut que ça soit bien équilibré, hein, tout ça. Et je trouve que les styles de vinification actuels, en plus, se prêtent très bien des consommations de début de repas, par exemple, quoi. Voilà. Ouais, et puis aussi pour aller dans le sens des propos que tu tenais là juste avant, l'idée de dire que à chaque repas, pas nécessairement gastro, il peut y avoir un intérêt à marier un plat avec du champagne.
ça rejoint ce qu'on se disait au tout début, de par la diversité de la région de Champagne, entre les cépages, les différents sols, la climatologie. Ça fait qu'on est sur des approches de Champagne qui sont très opposées d'un coin à l'autre, d'un vigneron à l'autre, et que finalement, chaque produit a sa réponse culinairement parlant, quoi. Tout à fait. Et en plus, ce qui est fascinant, c'est que même en prenant 2 vignerons sur une même parcelle, tu vas obtenir 2 résultats radicalement différents, parfois, parce que chacun, il y a quand même un élément essentiel du terroir, c'est l'homme, et ça ne va pas forcément goûter pareil, quoi, sans jugement qualitatif. Hein. C'est juste ça qui est fascinant. C'est ton interprétation à toi qui va primer avec ta viticulture, ta vinification, ta pâte. Donc le terroir, la définition du terroir, en fait, finalement, à mon sens, c'est une interprétation du terroir. Il n'y a pas de vérité absolue dans le terroir.